Je pense que dans ce que j'ai montré, je suis vraiment dans une perspective évolutive, hein, donc évolutionniste. Donc je suis tout à fait dans le cadre de la théorie de Darwin, et il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que j'ai essayé de dire. Et donc il y a des cas, et j'ai bien insisté là-dessus. En fait, ce que je montre sur les forêts de laminaires, c'est que justement, elles ne se sont pas adaptées en limite d'air. C'est ça la maladaptation. Ça veut dire qu'elles ne se sont pas adaptées. Parce qu'elles avaient des toutes petites populations, elles n'avaient pas de diversité génétique suffisante. L'histoire de la diversité génétique, c'est ce que vous exprimez en termes de mutation. Quand on a des grandes populations, d'énormes tailles, on a beaucoup d'individus, on a beaucoup de diversité. Et donc dans ce cadre-là, on va peut-être trouver, c'est le hasard, mais on a beaucoup plus de chances de trouver des individus qui vont pouvoir être tolérants à différents types de conditions que dans les toutes petites populations qui sont restreintes parce qu'on a moins d'individus. Et ce qui se passe, c'est que dans ces petites populations-là, on a un phénomène qu'on appelle la dérive en génétique qui est dû qu'on a des pertes d'individus qui sont dues au hasard. Parce qu'on a trop peu d'individus et on tire comme ça des individus au hasard qui disparaissent et la sélection ne peut pas intervenir parce que les populations sont trop petites. Donc on perd des individus par hasard et la sélection ne peut pas agir dans ces populations-là. D'où le problème de la diminution et des petites tailles de population. Il faut que les populations elles soient suffisamment grandes pour que la sélection puisse intervenir et sélectionner des génotypes qui peuvent être résistants. Donc c'est là-dessus que j'ai insisté. Donc on est bien dans une perspective darwinienne et c'est pour ça qu'on peut se poser des questions à ce qui se passe dans les limites d'air. On s'intéresse aux limites d'air parce que ça migre et sur le fait que la sélection, elle ne peut pas forcément agir parce que les populations sont trop petites. Et sinon, au niveau des vitesses d'évolution, on peut avoir des vitesses d'évolution extrêmement rapides. Et c'est ce que j'ai expliqué aussi quand j'ai parlé de la reine rouge. Hein. Quand on est dans ce cadre-là où on a des organismes qui, comme l'homme par exemple, qui a des durées de vie qui peuvent être, je sais pas, qui a une durée de vie moyenne 80 ans, et qu'on a des parasites qui ont des cycles extrêmement courts. Là, c'est une course entre les deux types d'organismes pour arriver à survivre à ces parasites qui peuvent évoluer très vite, puisqu'ils se reproduisent beaucoup plus vite. Ils ont des tailles de population démentielles, les parasites. Et donc, il y a une course comme ça, et des moments, on a des évolutions qui sont extrêmement rapides. Et en particulier pour les organismes qui se reproduisent très vite. Mais est-ce que vous avez des exemples de végétaux qui s'adaptent très vite, qui se sont adaptés très vite? On a des végétaux, je ne sais pas, parce qu'il me vient en tête et qui est un exemple classique en génétique des populations, et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est l'histoire d'un papillon qui s'appelle, je ne me rappelle plus son nom, je suis épouvantable parce que je me rappelle jamais les noms. C'est un papillon dans lequel on avait de la variabilité génétique. Il y a une forme blanche et il y a une forme noire. Et donc on a répertorié des changements entre ces différentes formes, en Angleterre en particulier, où il y avait des suivis qui étaient faits. Et suite à la pollution, normalement, c'est la phalène du Boulot, ça y est, maintenant je me rappelle. Dans une région où on faisait beaucoup de charbon. Donc il y a région industrielle où on brûlait beaucoup de charbon. Donc il y a le Boulot qui est blanc et le papillon qui était sur ses troncs blancs, donc qui se cachait des oiseaux et donc qui n'étaient pas mangés par les oiseaux. Et à partir du moment où on a eu un chiffre de l'environnement extrêmement rapide, qui n'est pas dû au changement climatique, mais qui est dû au changement industriel, les troncs des bouleaux sont devenus noirs, et les papillons blancs sur les troncs noirs, ils ont disparu à une vitesse grand V. Et donc, il y a eu des mutants, il y avait des mutants dans cette population de papillons qui étaient des papillons noirs, qui étaient en très faible fréquence, et ils ont augmenté en fréquence phénoménale parce qu'ils avaient un avantage sur les troncs noirs. Et donc, on voit donc des variations comme ça entre les différentes formes qui sont dues à l'environnement et qui ont été extrêmement rapides. Je sais pas, c'est quelques dizaines d'années, moins que ça. Donc ça dépend de la variabilité génétique qu'il y a au sein des populations et de la force de la sélection, et si la sélection, elle peut s'exercer. Frédéric Gay, est-ce que vous pensez qu'en matière de maladies, ça peut aussi aller très vite ?
C'est ce qu'on observe, hein, avec en particulier en bactériologie, en parasitologie, l'émergence de résistance de germes aux différents antibiotiques, aux différents antiparasitaires est une démonstration de l'adaptabilité des parasites. Alors, ou par mutation. Ou par l'acclimatation, j'en ai pas parlé. Voilà. Ouais. Il peut y avoir aussi, il y a la génétique, puis il y a l'épigénétique, qui est comme une couche complémentaire. C'est pas parce qu'on a un patrimoine, un génome, qu'on l'exprime en permanence. Donc c'est l'épigénétique qui fera aussi la différence de l'expression du phénotype. Et oui, l'importance de l'environnement. L'environnement joue un rôle de pression et va imprimer, c'est ce qu'on appelle cette pression de sélection de germes qui peuvent survivre. La réponse d'un parasite à un antibiotique, ça peut être sur combien de temps? Est-ce que ça se mesure en mois, en années, en années, décennies, oui. En années, en décennies, ça va très très vite. Ouais. Ouais.